Bonjour à tous, nouveau petit tutoriel sur l'utilisation de Proteus. Et là aujourd'hui on va voir comment on utilise trois outils qui sont très intéressants quand on fait de la programmation et qu'on a vraiment des projets assez lourds et qu'on n'a pas forcément le matériel sur place. Ça va être les outils de debugger en SPI. On va avoir ici l'oscilloscope et l'analyseur logique. Ces trois outils-là ont des fonctions complémentaires. Alors on peut très bien utiliser que le debugger, ou bien que l'analyseur logique, ou que l'oscilloscope, hein. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment juste montrer les trois outils qui sont vraiment très pratiques, très puissants, très intéressants et qui nous permettent de voir si on n'a pas fait d'erreur dans la programmation avant d'acheter du matériel. Ce petit tuto va se baser donc sur une carte Arduino. Donc ça c'est directement un modèle de Proteus, hein, je ne l'ai pas câblé. Je suis allé chercher ce composant. Alors ce composant c'est quoi? C'est un potentiomètre numérique de chez Microchip. Donc c'est un MCP 4251-103. Donc c'est un 10 kΩ avec deux potentiomètres numériques. J'ai fait exprès de ne pas câbler la broche 12, la SHDN bar. C'est la commande d'inhibition, enfin d'inhibition, c'est le shutdown des sorties. Donc je ne l'ai pas câblé hein, parce que c'est pas le but aujourd'hui. Et là j'ai juste mis un voltmètre à la sortie ici pour venir voir la tension de sortie par rapport au pont diviseur qui sera créé entre le plus VCC ici, la masse, hein, sachant que je viens de le dire, ce circuit-là, c'est un double potentiomètre numérique. Alors je vous laisse aller regarder la documentation technique qui est vraiment pas compliquée à comprendre. Si jamais ça vous intéresse et vous avez des questions que vous voulez utiliser ce potentiomètre numérique, bah, vous m'envoyez un petit message, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment hyper pratique. Juste une petite info, attention, pas plus de 2,5 mA sur les trois broches de sortie. C'est-à-dire POA, POW, P0, pardon, P0A, P0W, P0B, et ainsi que sur ces trois-là, euh, pas plus de 2,5 mA, sinon vous risquez de détruire le, le circuit intégré. Au niveau des câblages, ce que j'ai préparé, donc c'est déjà tout prêt, hein. Je suis allé chercher le debugger SPI. Alors le debugger SPI, on l'a où? On l'a ici dans Instruments virtuels, Instruments, et on a le SPI debugger. Vous aurez dans une autre vidéo le I2C debugger, qui fonctionne presque de la même façon. Et évidemment, comme ce ne sont pas du tout les mêmes bus, bah, on verra que on a des petits changements. Euh, Sur le debugger SPI, bah évidemment, le data in, c'est le MOSI. Alors évidemment, pour voir cette vidéo, pour la comprendre, il faut savoir déjà ce que c'est que le SPI, hein. Donc, pareil, si vous avez des questions, vous me les posez. Mais cette vidéo est surtout destinée aux utilisateurs qui connaissent déjà un petit peu ce type de bus et qui connaissent également Proteus. Donc le data in, c'est MOSI. Le data out, c'est MISO. Bon, dans notre tuto, il n'y en aura pas, mais c'est pas grave, hein, on le câble. Le SCK, bah, c'est le SCK. Et moi, j'ai choisi en chip select ou en slave select, hein, tout dépend de la terminologie. J'ai choisi la patte Digital 9. Euh, Pourquoi la 9? Pas parce que pas la 10. J'avais pas envie de brancher la 10. On voit dans plein de tutos sur internet que le chip select c'est toujours la 10. Parce qu'en plus, il y a des bibliothèques qui sont déjà toutes faites où on dit que c'est la 10. Bah, je voulais montrer qu'on pouvait choisir une autre broche que la 10. Donc voilà, j'ai pas mis de trigger dans mon cas. J'en avais pas besoin, j'avais pas envie d'embrouiller, donc je m'arrête là. On va voir après les autres câblages. On va déjà découvrir le debugger SPI. Donc j'ai déjà chargé un petit firmware, hein. Alors c'est quoi mon firmware? C'est ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, voilà le programme qui est utilisé. Donc ici j'ai la bibliothèque SPI. Voilà. J'ai mis directement, j'ai rien inventé, hein, c'est le slave select pin
on retrouve cette dénomination dans plein de fichiers, de programmes, de tutoriels, d'exemples sur Internet. Donc je l'ai appelé Slave Select Pin. Je la déclare en 9. Dans mon setup, bah, je la déclare en sortie. Et tout de suite, je la mets à l'état haut. Pourquoi je la mets à l'état haut? Ça permet tout de suite de dire, ça permet d'initialiser le slave select. N'oublions pas que normalement c'est un slave select bar, donc qui est actif à l'état bas. Là tout de suite, je ne veux pas encore discuter avec le périphérique, avec l'esclave, donc je le mets à l'état haut. Maintenant, j'initialise, ça y est, j'ouvre le port SPI, je l'initialise, hop, le timer démarre, il n'y a pas de problème. Alors, je me suis permis de mettre un délai de 3 secondes. Alors, pourquoi 3 secondes? On va voir après. Évidemment, ça c'est uniquement pour les tests, hein, pour débugger. Dans la réalité, il n'y aura peut-être pas besoin de mettre ce délai de 3 secondes. Moi, j'ai juste mis, bah, c'est pour la manipulation sur Proteus, c'est quand on ouvre les fenêtres et qu'on ait le temps, par exemple, d'appuyer sur les boutons de capture, de trame. C'est pour qu'on ait le temps de manipuler les différentes fenêtres, les différents menus. Voilà. On peut tout à fait s'en passer, si on est rapide. Parce que vous allez voir que le bus SPI, j'ai pas parlé de protocole, hein, parce qu'il n'y a pas de protocole SPI, on parle bien juste de bus. Le bus SPI, c'est un bus qui est très rapide. Très rapide. Donc on n'est pas dans la centaine de kHz de l'I2C par exemple, hein. On est largement au-dessus. Donc là, vaut mieux avoir une petite tempo pour être sûr et certain qu'on soit bon. Ensuite, je fais quoi? Bah, je vais m'adresser à mon esclave. Donc je mets la broche Save Select à l'état bas. Je m'adresse à mon esclave. Je lui envoie ici l'adresse du registre sur lequel je veux écrire. Si vous ne savez pas, c'est tout simplement le wiper 0, c'est-à-dire le potentiomètre 0. Et je vais lui envoyer une valeur, là en hexadécimal 4D. Bah, vous verrez, en fait, c'est pour mettre la résistance. En fait, comme c'est un potentiomètre, hein, c'est une résistance ajustable, on va régler la résistance ajustable à un certain niveau. Et vous verrez que ça va sortir au final sur le pont diviseur 1,5 volts. Voilà. Pareil, si vous avez des questions, si vous voulez savoir d'où sort ce 4D, c'est un produit en croix, hein, tout simplement. Donc, si vous avez besoin d'explications supplémentaires, bah, vous m'envoyez un petit message sur le blog et je vous réponds. Voilà, je vous répondrai peut-être pas dans l'heure, mais je vous répondrai. Mais voilà, sachez que 4D avec une alimentation de 5 volts sur le pont diviseur, ça va me sortir 1,5 volts. Et une fois que j'ai fini de dialoguer en fait avec mon esclave, pardon, bah, je remets le slave select à 1. Comme ça, je n'interroge plus, je ne discute plus avec mon esclave. Et éventuellement, dans un programme beaucoup plus conséquent, je pourrais interroger, je pourrais dialoguer avec un autre esclave. Et du coup, cet esclave-là, le fameux esclave sur la broche 9, bah lui, il n'écoute plus. Il va recevoir en fait un flux, mais comme il est inhibé, bah de toute façon, il se passera rien pour lui. Et bien entendu, comme je fais tout dans le setup, bah, le loop est vide. Voilà. J'ai un autre exemple, hein, avec le loop qui est rempli pour faire par exemple un gradateur. Voilà. Là, pour l'instant, c'est pas le but, c'est juste voir comment fonctionne le debugger. J'ai terminé l'introduction, donc maintenant on va lancer le premier exemple avec le debugger SPI. Alors on y va. Donc le debugger SPI, tout à l'heure, ça y est, je l'ai câblé. Donc là, si on fait un double clic dessus, comme dans tous les instruments virtuels de Proteus, on a une petite case qui est très pratique, c'est quand on commence à avoir pas mal d'instruments virtuels, on peut exclure les instruments de la simulation, ce qui allège un petit peu le calcul du simulateur. Donc là, pour l'instant, je ne l'exclus pas parce que c'est lui qui m'intéresse. Alors j'ai déjà chargé le fichier HEX. Et donc là, je vais lancer la simulation. Voilà, et là, ça y est, j'ai mon debugger qui apparaît. Et c'est là que c'est super intéressant. C'est un peu comme si j'avais un analyseur logique sous la main,
qui est capable de me décoder la trame. Voilà. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Si j'avais par exemple Intronix, Sigrok, Scana Studio, bah, j'aurais en fait sous ma trame, j'aurais le décodage. Donc là, ici, j'ai quoi? J'ai le slave select qui est inactif. 3 secondes plus tard, j'ai toujours l'inactivité, mais là, ça y est. Il s'est produit 3 secondes et j'ai quelque chose. Voilà. Hop, voilà. Si je clique sur les petits plus, j'ai des données qui apparaissent. Et là, bah là c'est du FF, hein, donc j'ai que des 1. Et ici j'ai 004D, j'ai bien là l'information en bit à bit. C'est vraiment très intéressant, c'est que je vois toutes les informations sur le SPI en bit à bit. C'est-à-dire que vraiment j'ai tous les toute la description qui apparaît. J'ai vraiment ici le bit 7 au bit 0, du bit 7 au bit 0, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment, vraiment super intéressant. C'est super puissant, parce qu'on est vraiment au niveau du bit. On voit vraiment ce qui se passe. Alors par contre, attention, il y a vraiment un truc hyper bizarre, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une raison hein, chez Proteus. On pourrait croire que ça, c'est du microcontrôleur. On pourrait croire que c'est dans le sens maître esclave, la flèche qui va par là, parce que c'est vrai que conventionnellement, on a le maître à gauche et l'esclave à droite, chaîne de l'information, de gauche à droite. Mais en fait, c'est le contraire. Ça, c'est de l'esclave au maître, et ça, c'est du maître à l'esclave. Voilà, donc là, faut vraiment le savoir, ça. C'est quelque chose d'assez spécial, parce qu'en fait, on se place point de vue esclave, en fait. C'est assez étrange. Donc ne vous faites pas avoir en vous disant oh là là, les données sont inversées. Bah non, en fait, pas du tout. Les données ne sont pas inversées. C'est vraiment, ici on a MISO, et là en fait on a MOSI. Voilà. Donc, en gros, il faut le prendre comme ça. Donc une fois que toute la transaction a été faite, on retrouve bien ici un slave select inactif. Donc voilà le premier usage du debugger SPI. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit vraiment, comme je disais, au niveau du bit. Voilà. On a nos octets, on voit tout, on a vraiment la correspondance en hexadécimal et on a la correspondance ici en binaire. Voilà. Sachant que, évidemment, on peut refaire un redémarrage en simulation. Il suffit de cliquer ici sur le bouton reset. Voilà, ça relance ici. J'ai mes 3 secondes et au bout de 3 secondes, je vais voir le paquet de données qui va apparaître. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc ça, c'était le premier outil virtuel, le debugger. Alors, je vais arrêter, hop. Maintenant, on va passer à l'analyseur logique. Donc, je vais faire... bah non, je vais garder ce debugger. Alors, il est déjà chargé, il est là. Hein. Voilà, alors si je fais ça, évidemment, ça va tout bouger. Voilà. Voilà, il est là. Donc là, voici l'analyseur logique. Alors pareil, hein, il est là, c'est le Logic Analyzer, c'est lui. Alors j'ai choisi de câbler mon analyseur logique dans ce sens-là, c'est-à-dire le chip select en première entrée, le clock en deuxième, le MOSI, le MISO. Alors pourquoi j'ai choisi ce câblage? Bah en fait, tout simplement, le dialogue ne se fait que quand le chip select est sélectionné, quand il est à l'état bas. Donc en fait, tout le reste de la capture va dépendre pardon, du chip select. Ça sert à rien d'utiliser par exemple en déclencheur l'horloge. Pourquoi? Parce que s'il y a 3 ou 4 périphériques SPI sur le même circuit, bah, si on déclenche sur l'horloge, on ne sait pas du tout sur quel esclave on va, on va capturer. Donc pareil sur le MOSI et le MISO, comme c'est un bus, bah, on peut très bien interroger plusieurs périphériques différents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le périphérique qui est branché en chip select ou en slave select sur IO9. Alors pour ma démonstration, je l'avais désactivé. Donc là, maintenant, je vais le réactiver. Voilà.
et je vais relancer ma simulation. Alors, on a ici l'écran. Alors, j'ai le debugger qui est juste derrière, hein. Je vais le remettre là comme ça, et puis je vais le réduire. Hop. Alors, voilà. Alors ici, analyseur logique, on a tous les déclencheurs possibles. Ici, comme je disais, j'ai choisi A0 hein, pour la première voie de l'analyseur. Je vais utiliser mon déclenchement sur A0. Et au niveau des autres conditions, bah en fait, pour n'importe quel type de changement sur SCK, sur Mozy et oui, Mozy et Miso, dans l'ordre, bah en fait, tout va dépendre de A0. Et moi, A0, je veux quoi? Ici, je veux un passage à l'état bas. Je veux une chute. Je veux un falling. Hein, on rappelle, ici, c'est n'importe quel changement. Ici, c'est état bas. Ici, c'est montée. Ici, c'est état haut. Et ici, c'est descente. Il y a tous les réglages possibles. Quand on bouge le curseur, on peut changer tous les états. Donc, n'importe lequel. État bas seul. Montée. Donc, front montant. État haut. Front descendant. Voilà. Là, juste pour détailler, hein, j'ai ici l'échelle et ici j'ai la résolution. Voilà. En fait, c'est combien de temps je vais capturer pendant combien de temps. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le SPI c'est très rapide. C'est vraiment très très rapide. Donc là, on est sur la nanoseconde, là, on est sur la microseconde. Faut quelque chose d'assez rapide. Donc là, je suis sur 50 nanosecondes. Ici, je suis sur une échelle de 10. Bon, on va voir, hein, ça se modifie. Alors, on va voir pourquoi c'est très intéressant d'avoir mis un délai de 3 secondes. Parce que regardez, quand on lance, imaginons, j'arrête, hop, je relance. Imaginons ma fenêtre, elle est mal placée, elle est décalée, je vois rien. Bah, j'ai le temps de bouger ma fenêtre et de lancer une capture ici. Alors évidemment, là, c'est trop tard parce que j'ai pris tout mon temps pour vous montrer. Mais c'est pas un problème. Regardez bien. Ici, je fais un reset. Je garde toujours, je suis toujours en mode simulation. Je fais un reset ici et j'ai le temps d'aller lancer ma capture. Et là, vu que c'est bien réglé, voilà, j'ai ma capture qui vient d'apparaître. Alors, ici en vert, j'ai le chip select. Ça fait tout ça. Ici en rouge, rouge ou rose, j'ai quoi? J'ai l'horloge. En jaune, j'ai Mozy. Et en orange, j'ai Miso. Alors Miso, bah, lui c'est le calme plat, il est à FF. Il est à l'état 1. En fait, c'est son repos. Il est à l'état de repos. C'est pour ça qu'on a du FF ici. Ici, j'ai l'état de repos. Ici, j'ai 4D en hexadécimal. Et là, j'ai l'horloge. Et là, je vois que j'ai bel et bien une transaction avec le protocole, pardon, ou quelle horreur, avec le bus SPI, avec un chip select, ici une horloge, ici Mozy, donc du maître à l'esclave, et ici j'ai Miso de l'esclave au maître. Comme là mon programme c'est juste une écriture, bah après tout, c'est normal que je n'ai pas de retour. Juste pour information, si je fais un clic droit, ici, Color Setup, et je peux changer les couleurs. Je peux changer et les couleurs à l'écran, et les couleurs, ici, juste pour l'exemple, j'ai changé de couleur ici pour une imprimante. On peut changer les couleurs. On peut également changer le fond. Alors, je vais faire n'importe quoi, je vais mettre un petit rose pâle comme ça. Je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, ça donne ça. Bon, évidemment, c'est absolument illisible. Mais si vous jouez bien avec vos couleurs, bah, vous pourrez avoir quelque chose d'assez propre. Alors, évidemment, si vous voulez imprimer, évitez le fond noir, parce que là, vous allez vraiment, vraiment consommer de l'encre. Juste un truc que j'ai pas montré tout à l'heure, j'ai bien mon 1,5 volts ici. Voilà, sur mon voltmètre, j'ai oublié de le montrer tout à l'heure.
j'ai bien moins 1,5 volts. Pourquoi? Bah parce que c'est le fameux 4D qui dit, bah voilà, je veux telle valeur ohmique entre PW0, enfin entre P0W pardon, et P0B. Et donc ça fait un pont diviseur, ça fait un rapport entre la fameuse résistance globale qui fait 10 kΩ et la valeur du pont diviseur. Je rentre pas dans le détail, hein, c'est pas un cours sur le pont diviseur. Donc voilà l'usage de l'analyseur logique. Et c'est vraiment super puissant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cet analyseur logique? Bah, par exemple, si je veux mesurer la longueur de CS, pendant combien de temps chip select ou slave select, hein, je le rappelle, pendant combien de temps il est à l'état 0. Donc ça veut dire pendant combien de temps il est actif. Bah, en fait ici j'ai mes curseurs qui sont activés. Je viens ici, je viens m'accrocher ici, les pointillés c'est le temps 0, c'est le déclenchement. Je viens là et je tire ici. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton de gauche, hein. Je viens là, hop, et j'ai environ 9 microsecondes. Si je zoome un peu, je peux mesurer la largeur d'un bit. Hop, un bit à l'état haut, il est là, voilà. Et là, il suffit de faire la soustraction entre 3,12 microsecondes et 2,93. Si je veux le temps à l'état haut du signal d'horloge, bah, il suffit, vous voyez, là, je vais recommencer, ça fait un peu sale. Là, je vais faire le contraire, je vais appuyer à gauche, ici, sur le front montant d'horloge, là, et je vais laisser le doigt appuyé sur le bouton de gauche de la souris. Ça met à 0 le compteur, et là, j'ai l'état haut qui dure 150 nanosecondes. Là, je le vois. Parce que j'ai laissé mon doigt appuyé, c'est-à-dire qu'ici, ça a mis à 0, et là, ça monte, et je relâche. Je le refais ici. L'état bas, tiens, on va mesurer l'état bas. J'appuie sur le bouton gauche de la souris. Je laisse le bouton de gauche appuyé, et je relâche. Et j'ai 100 nanosecondes au niveau de l'état bas du top d'horloge. Ça veut dire que j'ai une période de 250 nanosecondes. Je vous laisse faire le calcul pour le signal d'horloge. Voilà. Voilà l'usage hyper simple et très puissant de l'analyseur logique. Alors vous remarquerez qu'il ne décode pas, hein. Il n'y a pas un décodeur intégré. Mais c'est pas grave parce que le décodeur il est là. Il est déjà à gauche. Hop. Là je vais l'exclure, hein, comme ça on ne va pas surcharger. Il y a déjà la capture d'écran qui est en train de se faire. Troisième exemple, troisième outil, l'oscilloscope. Alors l'oscilloscope, lui, il peut être utilisé dans tous les cas. Là, j'ai changé l'ordre. Pourquoi? Juste comme ça. Donc lui, il était inactif. Hop, je vais l'activer. Hop, je vais désactiver celui-là, tiens. Hop. Ça y est, on l'a déjà vu 2 fois, donc c'est pas la peine. Et du coup, maintenant, je relance la simulation. Voilà, j'ai l'oscilloscope qui est là. Et là, pareil, on joue avec les curseurs, hein. Ici, on a la base de temps. Ici, on a les amplitudes. C'est un oscilloscope, c'est un 4 voies. D'accord? Donc là, hop, je veux juste avoir mon reset ici. Alors, je fais reset là. Et là, maintenant, je vais faire one shot maintenant. Pourquoi j'ai attendu un petit peu? Parce que quand on fait un reset, il y a le chip select qui tombe et après il remonte. Et là, voilà. Vous voyez, 3 secondes plus tard. Alors, c'est un petit peu sale. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de la base de temps. Il faudrait que j'améliore la base de temps pour avoir un signal propre. Mais, encore une fois, c'est juste une démonstration. À vous de rentrer dans les réglages. Là, c'est vraiment une pure démonstration. Alors, pareil, hein, hop, clic gauche enfoncé. Voilà, j'ai ma durée. D'accord? Si je fais juste là et là, il ne se passe rien. J'ai les durées qui apparaissent sur mon curseur, parce que le curseur est enfoncé ici. Mais hop, si je veux ici, là je suis au max, hein. Voilà, je suis vraiment au max. Si je veux
la largeur d'un bit, voilà, 250, bah voilà, c'est ça, hein, on est à 250 nanosecondes avec la précision sur l'écran. Voilà. Ce qui correspond en fait à une période de top d'horloge. Hein. Ça va, ouf, on est content, on est retombé sur nos pattes. Donc voilà le troisième instrument virtuel qui peut être très 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 intéressant de Proteus. Alors voilà, ce sont des outils qu'il faut apprivoiser. Oui, on pourrait se dire, ah, c'est pas propre, le signal il est pas génial. Ouais, bah, hein, c'est pas grave. Alors, encore une fois, on peut changer des choses. Hein. On peut changer les couleurs. On peut centrer. On peut changer on peut changer le background. On peut changer les couleurs des. On peut éventuellement mettre les mêmes couleurs sur l'analyseur logique et sur les quatre voies de l'oscilloscope. Comme ça, on retombe sur nos pattes. On sait exactement ce qu'on regarde. Au niveau pédagogique, c'est très intéressant. Pour des projets, c'est très intéressant. Comme ça, quand on fait une présentation, on sait exactement sur quoi on est. Si on dit que l'horloge sera toujours de couleur verte, on met l'horloge toujours de couleur verte. Comme ça, on est content. Puis dans l'idéal, il faudrait toujours le mettre dans le même sens. Là, évidemment, je ne l'ai pas mis dans le même sens. C'est pas grave. C'est pas un problème. C'est juste une démonstration. On va arrêter là cette vidéo. Elle n'est pas trop longue par rapport à toutes celles que je fais d'habitude. J'espère que ça va vous aider. Et dans un prochain tutoriel, je vous montrerai la même chose mais en I2C. Voilà. Si vous voulez la moindre information sur le composant dont on parle, le MPC quelque chose, là, le potentiomètre numérique, si vous avez des questions sur Proteus, vous n'hésitez pas, vous me renvoyez un message. Je précise que là c'est une version Proteus éducation. Mon lycée a une licence active, donc ce n'est pas une version pirate. Et je ne suis absolument pas du tout rémunéré par les éditeurs de Proteus, hein, c'est purement pédagogique. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Merci bien d'avoir suivi.